Est-ce que vous partagez cette idée de plus en plus répandue que la France aujourd'hui est un pays sacrifié ou un pays en passe d'être sacrifié? Elle est menacée. Alors, je vais commencer par dire à mi-croisée, parce que vous avez parlé du Christ, et qu'il est évident que la France a été catholique et qu'elle a apostasié avec la Révolution, ce que vous avez dit aussi. C'est ça. Et la cause de nos malheurs, c'est l'apostasie. L'histoire n'est pas politique, contrairement à ce qu'on dit, et l'histoire est religieuse, avant tout religieuse. Alors le religieux prime sur le politique, et entre les deux, il y a le philosophique. Donc la menace est certaine, mais elle ne date pas d'aujourd'hui, et les plans des adeptes du diable, puisqu'on va les appeler par leur nom, qui veulent sacrifier l'humanité et la France, qui a eu cette mission historique. Quelle mission historique? La mission de fille aînée de l'Église. De fille aînée de l'Église. Elle l'a méritée par son histoire jusqu'à la Révolution. C'est ça. Et après, elle devient la patrie des droits de l'homme, c'est-à-dire une fille aînée du diable, je suis désolé, mais les droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme contre Dieu. L'homme prend la place de Dieu. Et donc, un homme déchu, en plus. En plus, et un homme qui est un initié, en plus, parce que la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, vous parlez de la République aussi. Le citoyen, lui, c'est l'esclave de la République. Et puis, initié, on peut parler donc, évidemment de la franc-maçonnerie. Nous sommes absolument menacés. Et il est certain que tout a été mis en place, notamment par le dernier imposteur en date, pour que ça explose. Donc la menace est certaine. Maintenant, les plans ne réussissent pas, toujours. Oui. Et il faut lutter, Oui. parce que de toute façon, nous n'avons pas le choix, nous devons lutter. Alors surtout si on est catholique, si on est chrétien. Donc c'est pour ça que je m'adresse aux croisés. Je dis souvent, je me sens comme un croisé. Moi, je mène une croisade culturelle. Mais vous sentez, vous avez souvenir. Je suis un croisé, c'est ma vie. C'est-à-dire que maintenant, j'ai décidé d'être un croisé jusqu'au bout. C'est ainsi que certains de nos ennemis nous appellent, d'ailleurs, les croisés. Voilà, et nous devons répondre. De toute façon, nos ennemis, ils aiment bien savoir. Si nous baissons pavillon, ils nous écrasent. Donc, et eux ont un bon souvenir de nous, beaucoup plus que nous qui avons perdu la mémoire. Voilà, oui, alors ça, c'est tous mes livres, c'est de retracer toute la véritable histoire. Voilà. Donc j'ai appelé là une révision totale de l'histoire, et j'ai révisé, moi, toute l'histoire de la philosophie. Une révision de la révision, je dirais même. Voilà, absolument. Donc, voilà. Donc nous sommes menacés, la France particulièrement. Mais ça n'est pas écrit. On va peut-être diverger là-dessus. Mais si vous voulez, de toute façon, nous devons lutter. Notre devoir, que nous soyons catholiques ou simplement français, en aimant notre passé, il faut reconsidérer notre passé. Donc, il faut simplement aimer la France telle qu'elle a été. Et elle a été catholique avant la Révolution. Ne l'oublions pas. Et elle doit sa grandeur à la religion. Donc, on voit là le livre pour une révision de l'histoire. Le dernier en date, toujours aux éditions du Verbeau, oui. La crise sacrificielle du monde moderne, qui est un hommage à René Girard, oui. Dont vous faites d'ailleurs, c'est peut-être le moment d'en parler déjà, une signature. Nous sommes vendredi en direct, donc demain samedi. À la librairie française, au 202 rue Le Courbe. Absolument. À partir de quelle heure? De 15h à 18h. Donc si on veut vous voir, entre 15h et 18h, voilà. Demain samedi, à la librairie française. Très bien, c'est formidable. Voilà, ça c'est donc la crise sacrificielle du monde moderne. Girard, on va en parler. Évidemment, on va y revenir, puisqu'on parlait de sacrifice de la France, mais c'est comment finalement l'apostasie... Le titre lui-même, la crise sacrificielle, je l'emprunte à Girard. Tout à fait. Un hommage à René Girard. Mais oui, parce que comme vous l'expliquez, quand on abandonne le christianisme, on revient au sacrifice humain, là où le Christ avait dit « Je ne vous demande pas le sacrifice, je vous demande la miséricorde ». C'est écrit dans le livre de René Girard. Je vais vous révéler des choses cachées depuis la fondation du monde, par exemple. Et en abandonnant le christianisme, on revient au sacrifice. Il n'y a pas de... Voilà. Girard, si vous voulez, moi, j'écris depuis 30 ans, je ne vais pas raconter ma vie, mais mon premier livre a 30 ans, et d'ailleurs, je vais le fêter cette année, et ce que j'ai écrit dedans, c'est toujours d'actualité. Excusez-moi de me flatter, mais malheureusement, parce que j'annonçais un certain nombre de choses. Et René Girard a fait partie de mon parcours personnel. Donc, si vous voulez, moi, un auteur, il m'a fait changer la façon de penser. Ça, c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à un auteur. Ah, certainement. C'est mon cas aussi, pour tout vous dire. Voilà, donc c'est un très grand. C'est un maître. C'est le plus grand de la deuxième moitié du XXe siècle. Je pense. Et moi, dans mon parcours, j'ai un autre philosophe, alors je me permets de le citer, et qui est du début du XXe, qui s'appelle Keyserling. Et c'est un Balte. Bon, j'ai étudié sur lui il y a une cinquantaine d'années. Et Keyserling, c'est le philosophe, dans les années 1920, du retour au primitif.
Donc c'est un de mes thèmes dans la révision totale de l'histoire, c'est que le langage étant à l'envers, j'essaierai de l'expliquer, le progressisme nous emmène à une régression. Donc nous sommes dans un processus de décivilisation, de perte de civilisation, donc de retour au primitif. Et Keyserling explique ça dans les années 1920, et il explique que l'Europe va devenir de plus en plus socialiste, et qu'à mesure de l'accès au pouvoir des socialistes, des musulmans vont rentrer. Donc, si vous voulez, ça, si c'est un auteur qui a un peu plus de 150 ans, moi, j'aime les auteurs qui annoncent des choses ou qui voient clair. En tout cas, dans le retour au primitif, vous avez... c'est pas un catholique. Keyserling n'est pas catholique. Dans le retour au primitif... nous le vivons. Vous avez regardé la cérémonie des JO 2024. Nous le vivons, oui. Je me tourne vers... Rien en plus. En plus, je me tourne justement vers Régis Emmanuel Suire, qui est mon autre invité. Apocalypse 2026, voilà, votre livre. Même question finalement qu'à Alain Pascal, Régis, pour débuter. Est-ce que vous croyez la France, Paris en particulier, dans votre livre Apocalypse 2026, irrémédiablement sacrifiée aux forces du mal? Alors, je partage l'avis d'Alain Pascal et je suis ravi d'entendre qu'il se considère comme un croisé. Et j'évoquerai la langue des oiseaux en disant que effectivement la croix c'est du verbe à la fois savoir et également du verbe être. Et peut-être qu'effectivement Paris est en passe d'être sacrifié. En tout cas, je pense que ce n'est pas écrit, mais c'est exposé. Donc exposé par des élites lucifériennes et sataniques, effectivement, de façon manifeste. Et le livre est là justement pour tenter de le démontrer. Que ce soit à travers l'incendie de Notre-Dame jusqu'à ces fameux Jeux Olympiques qui ont exposé toute une idéologie de type réellement antichristique. Et peut-être que s'il y a un plan divin, nous sommes là pour empêcher ce sacrifice. C'est pas inéluctable. Rien n'est inéluctable. La raison pour laquelle nous en discutons, manifestement... en face, ceux qui exposent le projet de sacrifice et ceux qui disposent des boutons et des commandes et des manettes pour pouvoir les actionner, ils ne contrôlent pas tout. Sinon, nous ne serions pas là réunis autour de cette table à exposer ces projets. Le sacrifice, c'est l'autodafé. L'autodafé, donc, ce sont des livres, mais c'est aussi faire brûler une cathédrale. C'est un signal apocalyptique certain, qui fut presque annoncé quand on regarde certains éléments parus dans la presse, notamment on se souvient de cette couverture Vie économiste de 2019, qui a annoncé comme la pandémie du Covid avant l'heure avec le pangolin, mais également un savant jeu de mots à l'intérieur de la couverture. De 2019, là. De 2019. Ouais. Donc paru en novembre ou décembre 2018. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait comme savant jeu de mots? C'était à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Leonardo de Vinci, ouais. Et l'homme de Vitruve qui était représenté sur la couverture. Ouais. C'était une map monde avec différents symboles, dont Mona Lisa. C'était Angelina Jolie dessinée en Mona Lisa, la Joconde, et nous avions les 4 cavaliers de l'Apocalypse représentés sur la France. Donc c'était assez cryptique, c'était un cadélioscope de ce qui se passait dans le monde à ce moment précis. On voyait Trump, on voyait Poutine, on voyait les différentes technologies qui étaient évoquées comme l'ADN, il y avait un aspect transhumaniste, il y avait une cigogne qui portait un balochon avec un code barre. Et il y avait des inscriptions sur cette couverture qui, elles, invitaient à un décryptage. Ces inscriptions, ce texte, le seul texte qui accompagnait, c'était des légendes qui accompagnaient les différents symboles et dessins, était écrit à l'envers. Donc là, avec la thématique de Léonard de Vinci, ouais. C'était intéressant parce que cela pouvait rappeler dans l'imaginaire à un code de Vinci, donc le Da Vinci Code, où il fallait décoder le texte pour en comprendre le message. Donc, c'est vrai qu'au cœur du Da Vinci Code, vous avez Notre-Dame de Paris. Vous avez le point zéro aussi qui est sur le parvis. Notamment. Ouais. Et le Louvre à côté. Beaucoup de coïncidences et de synchronicité avec un code, avec Léonard de Vinci. Léonard de Vinci qui est né un 15 avril. Et 15 avril étant également le jour de l'incendie de alors ça, attention, oui, alors. Étonnant quand même. Une synchronicité, disons, allons dire, au mieux. Maintenant, le journal Vie économiste est détenu par des puissants. Il était détenu notamment par la famille Rothschild, qui s'est désengagée l'année dernière.
Et pour revenir à cette couverture 2019, donc c'était intéressant car l'inversion des lettres invite à un décryptage qui peut être d'ordre satanique, puisque les satanistes adorent inverser les situations. On prend un miroir, donnez-nous la réalité, mais nous on veut l'inverse, on veut la déformation, on veut voir à travers le miroir. Et si possible, s'il peut y avoir un passage d'un monde à l'autre à travers le miroir, nous en serions satisfaits, disent-ils. Donc en prenant un miroir, on voit le texte à l'endroit. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la thématique de Léonard de Vinci, à ce moment précis par rapport à cette couverture, et les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont sur la France, on a finalement comme un Da Vinci Code que l'on peut inverser en mettant les lettres dans un autre sens, code Vinci Da, et en prenant les 2 premières lettres de code qui donnent CO, les 2 premières lettres de Vinci qui sont VI, et la première lettre de Da qui est D, nous avons le mot Covid qui se forme, en se souvenant que le mot Covid vient de Coronavirus Disease, qui reprenait exactement la même structure. Corona, les 2 premières lettres CO, Disease, les 2 premières lettres DI, et virus, la première lettre V. Alors, encore un hasard, une coïncidence. Donc, toute la question de ce débat est de savoir est-ce qu'un sacrifice est réellement annoncé, exposé, et est-ce que les chercheurs de vérité, à travers tout ce mensonge médiatique qui est constant et omniprésent, est-ce que les chercheurs de vérité vont-ils trop loin dans le décryptage et l'analyse, ou au contraire réussissent-ils à rassembler plusieurs éléments qui, pris isolément, peuvent faire passer pour des coïncidences, au mieux une synchronicité, ou alors sommes-nous capables de voir à travers une intention. Merci Régis. Alain Pascal, comment vous interprétez le Notre-Dame en feu ? Je vais d'abord répondre, là, si vous le permettez, sur le symbolisme du miroir. Allez-y, bien sûr. Parce qu'en philosophie, puisque l'un de mes sujets, j'ai écrit une dizaine de livres sur l'histoire de la philosophie. Allez-y. L'un des pires philosophes modernes, Hegel, a dit la philosophie, c'est le monde vu à l'envers. C'est une transposition du même ésotérisme. C'est-à-dire l'ésotérisme, c'est une connaissance réservée à des initiés. Bien sûr. Bon, vous avez les profanes et vous avez les initiés. Contrairement à l'exotérisme. Notamment à l'exotérisme. Oui. Et les ésotéristes accusent le christianisme d'être un exotérisme, puisque le Christ a dit, il vient révéler les choses cachées depuis la fondation du monde. Exactement. C'est dans Saint Matthieu, c'est le titre d'un livre de Girard. Tout à fait. Et ça veut dire aussi, il n'y a plus d'ésotérisme, d'où la lutte contre... Il n'y a plus de religion à mystère. Absolument. Et il y a une symbolique de la cathédrale. C'est que la cathédrale, elle a été conçue comme cela d'ailleurs. C'est sous les rois de France. On les dit gothiques, les cathédrales, mais en fait elles sont françaises. Elles partent de l'Île-de-France et ce sont des flèches qui sont dressées vers le ciel. Oui. Les cathédrales ancrent l'Europe au ciel. Alors ça démarre de l'Île-de-France et toute l'Europe. C'est ça. Les constructions se font dans toute l'Europe et l'Europe chrétienne, parce que nous ne sommes pas les seuls chrétiens, évidemment. L'Europe a vécu. Et grâce heureusement à Charlemagne, qui a fait du christianisme le ciment de l'Europe, et la cathédrale ancre l'Europe au ciel. Donc il est extrêmement symbolique que la flèche de Notre-Dame soit tombée. Oui. Ça veut dire la France n'est plus rattachée au ciel. N'est plus rattachée au ciel. La France a perdu son attache au ciel. Il y a une coupure. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Moi j'étais devant ma télévision, en province, et ma réaction, ça a été de me mettre à genoux et de prier. Ah oui. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont fait la même chose. Après, oui. On s'est téléphoné et beaucoup de gens ont fait la même chose. Et quand on voit Paris à l'époque, vous avez sur le pont, alors je ne sais pas si les journalistes l'ont montré, mais sur les ponts, les gens qui habitaient Paris sont venus, se sont agenouillés, ils ont prié. Et alors, la prière fait partie d'eux. Moi, je suis pour j'écris des livres, donc c'est pour la réflexion. Mais il y a aussi la part de la prière, chacun selon son bon talent, si on peut s'exprimer comme ça. Et il s'est avéré dans cette destruction de la flèche des choses extraordinaires, puisque l'ancien autel est resté. Tout à fait. Il y a des parties qui ont été épargnées. Une statue de la Vierge. Une statue de la Vierge. Vous avez ce fameux coq qui était au sommet de la flèche, qui a été retrouvé intact en bas. Donc, si vous voulez, alors il y a quand même des signes du ciel. Dieu nous envoie des messages. Alors, les non-croyants vont dire, mais les messages, ils sont comme, on reçoit des grâces aussi, ce qu'on va appeler des grâces et des messages. Ouais. Les messages, c'est quoi? Ça peut aussi être des rencontres. Moi, j'ai parlé on parle de Girard, j'ai parlé d'un autre philosophe. Dans votre vie, dans notre vie, on fait des rencontres
d'individus qui vous apportent, des gens, des auteurs ou des personnes. Voilà. Et il faut comprendre que c'est le bon Dieu qui nous envoie des messages. Et il faut les mettre en conscience. Il faut les réfléchir, les mettre en conscience. Donc il est certain que, de mon point de vue, il est certain que la France a reçu un message. La France a dit, c'est fini, votre cathédrale, vous avez perdu la flèche vers le ciel. Ça ne veut pas dire que la France soit finie. C'est un message qui n'empêche pas que ça peut être par ailleurs quelque chose qui un est attentat, volontaire. Ça veut dire quelque chose d'un incendie. Voilà. Mais les gens qui servent le diable, ils ont des plans diaboliques, ils agissent. Il y a des actes criminels, bien entendu, dont celui-là. Mais ce que je disais, les plans ne réussissent pas ou ils n'arrivent pas à l'aboutissement. Là, vous croyez que la volonté était de détruire complètement l'église, à la cathédrale. Ah oui, je pense que le fait que l'hôtel soit resté debout ou des choses comme ça, ça a vraiment dû les embêter. Voilà. Alors là, on l'a reconstruite pour des raisons démagogiques, et sur une reconstruction qui est discutable. Qui est discutable. Bien sûr, mais malgré tout, c'est un pas. Alors même si c'est un pas d'une hypocrisie totale, parce qu'on ne peut pas présider à une reconstruction de la cathédrale et à la cérémonie des Jeux Olympiques. Ah alors l'un et l'autre. Que la même personne soit aux deux, c'est pas possible. Là, il y a une ambiguïté totale. C'est du en même temps. C'est du en même temps. Ouais. Mais l'homme que nous combattons et qui va laisser la France dans un état épouvantable, voilà. Il le fait volontairement. Il faut pas croire que ce soit le hasard. Alors ça, c'est peut-être un sujet sur lequel on pourra c'est venir. Macron. C'est Macron, appelons par les choses. Et si vous voulez, cet homme-là a été programmé. Il est programmé par des forces occultes, donc il ne faut pas s'étonner de ce qu'il a fait. Dans un de mes livres, mais j'avais parlé de ça, c'était un livre sur mai 68, que j'ai écrit en 2018, il venait d'être élu, et il avait fait un certain nombre de discours où il disait qu'il allait faire venir des immigrés par centaines de mille. Donc, si vous voulez, il ne faut pas être surpris. Que les gens d'extrême gauche ou de gauche aient voté pour lui, ça ne me choque pas. Il avait été le ministre socialiste de Hollande, qui était socialiste. Hollande, il a quand même une caractéristique, je trouve, alors ça va peut-être choquer les gens, mais je le trouve assez intelligent, et je trouve qu'il a de l'humour, ce qui est une chose d'assez... c'est un peu le président de petite blague. Un petit peu. Ouais. Et alors moi, il m'avait fait beaucoup rire, les Français beaucoup moins après, quand il est candidat contre Sarkozy, il dit « la finance, c'est mon ennemi ». Alors quand on sait que ce sont des banques, et je ne vais pas donner le nom des banques, mais je me suis dit là, c'est vraiment le culot extraordinaire. Voilà. Mais Macron a été son ministre, donc ça, ne l'oublions pas. Donc, Macron, le banquier de Rothschild. Et il est programmé, donc que les gens de gauche aient voté pour lui, oui, mais que des gens de droite aient voté pour lui, aussi. Ce sont des imbéciles. Imbécilus, en latin, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. Et qu'ils aient revoté pour lui une deuxième fois, c'est ma génération, c'est invraisemblable. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les médias, les grands médias, ont lavé le cerveau des Français. Et les universités aussi. C'est là où je rejoins mes critiques de la philosophie, c'est que, par exemple, sur l'histoire de la philosophie, on en parlera ou pas, mais les étudiants en philosophie ignorent quasiment tout de la vie des philosophes et même du déroulement de l'histoire de la philosophie. Et à l'école, on enseigne des mensonges aux enfants. Alors, vous parlez de la Révolution, mais j'ai déjà fait des émissions en expliquant que le peuple n'avait pas pris la Bastille. Ce sont des mensonges. Et à l'université, on ment aussi aux étudiants. Et pourquoi autant de mensonges ? Pourquoi ont-ils peur de la vérité ? C'est parce que la vérité historique, la vérité philosophique, prouve la vérité religieuse. C'est-à-dire que si on fait des raisonnements sur ce que j'appelle l'échec moderne, la philosophie moderne a voulu se substituer à la religion et elle a échoué. Nous avons vécu le XXe siècle. Il y a eu 200 millions de morts, c'est pour ça que j'ai aussi appelé ça la crise sacrificielle du monde moderne. Ce sont des masses sacrifiées. C'est un processus sacrificiel. Ça, c'est ce que Girard explique. Absolument. Au XXe siècle, dans les machines totalitaires, il y a cette machine à détruire, à anéantir, à sacrifier, devient folle. Et c'est la révolution. Plus d'en sacrifier la révolution veut s'accaparer l'humanité, elle veut faire table rase du monde antérieur, donc il faut détruire l'humanité ancienne. Et le transhumanisme gauchiste et l'avortement mis dans la Constitution par Macron, c'est détruire l'humanité. Donc le sacrifice, la France est menacée de sacrifice parce que les révolutionnaires, dont Macron,
Et on sait qu'il a été programmé par d'autres révolutionnaires. Oui. On l'a appris récemment, je l'ai dit dans une émission avec Mike Borowski il n'y a pas tellement longtemps, mais on l'a appris, il avait été adoubé par Habermas, bon, qui est un des deuxième génération Jürgen Habermas, des gauchistes. Et il est très très clair que ce soit de Francfort, que ce soit Marcuse ou Habermas, la destruction de l'humanité créée par Dieu, en vérité c'est ça, pour substituer une nouvelle humanité. Donc on est dans ce processus révolutionnaire. Ça a commencé avec la Révolution et nous sommes menacés. Il y a un ministre de Macron qui a écrit un livre qui dit « La Révolution n'est pas terminée ». Ça veut dire on va achever la Révolution. Et dans le dénommé Marcuse, vous avez l'importation, parce que je vais employer le mot d'importation, de ceux qu'il a appelés les révolutionnaires nés. N'est pas Marcuse, dans les années 30 et puis dans les années 50, avait déploré que les prolétaires français et européens se soient embourgeoisés, donc ils ne pouvaient plus finir la révolution, donc il fallait créer des nouveaux révolutionnaires. Et parmi ceux-là, il y a les homos d'ailleurs, il y a les étudiants. Le LGBT, c'est un mouvement d'extrême gauche. Ce sont des mouvements révolutionnaires. Gauche, voilà. C'est ce qui va finir ou parfaire la révolution. Pour achever la révolution. Et les immigrés, ceux qu'il appelle les révolutionnaires nés. Mais les immigrés ne sont que des instruments. On va pas me traiter on va peut-être me traiter de raciste, je ne sais pas. Je ne le suis pas. En tant que catholique, on ne peut pas l'être. Mais ce sont des instruments de la destruction de la France. Voilà, plutôt. Ils nous ont détruits. Ils sont instrumentalisés. Ils nous ont ruinés. Il faut aussi appeler les choses par leur nom. L'immigration a ruiné la France. Bon, j'avais fait un peu d'économie politique, mais si vous regardez les courbes, elles sont absolument parallèles. Donc, l'endettement et la ruine de la France, c'est lié à l'immigration. Et c'est volontaire. Tout ça n'est pas un hasard. Donc, notamment, M. Macron a été programmé pour détruire la France. Donc, mai 68, j'avais écrit « Et la destruction de la France », programmé dès les années 50, et mise en place par ce personnage. Merci. Donc, il ne faut pas s'étonner. Merci Alain Pascal. Régis, Macron, programmé pour détruire la France. La révolution qu'il faut parfaire, j'ai envie de dire que ça, c'est la cérémonie des Jeux Olympiques, l'ouverture, c'est la Révolution. Ça commence par la décapitation de Marie-Antoinette et après il y a, je dirais, la Révolution qui va jusqu'au bout et qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire ces nations derrière ce chevalier de l'Apocalypse. Une décapitation, on peut effectivement envisager la flèche qui tombe de Notre-Dame comme une forme de décapitation. Aussi. Et dans la représentation symbolique des Jeux Olympiques, on termine par une vasque olympique enflammée, un énorme ballon de flammes qui s'élève au-dessus du ciel de Paris, pendant qu'une chanteuse chante un requiem comme un hommage aux morts, en plein cœur de la Tour Eiffel, où on peut se demander finalement si ce ne serait pas là l'annonce d'un sacrifice pour Paris, avec la tête de Paris qui émerge, c'est-à-dire la Tour Eiffel, visuellement c'est ce que cela représente, qui pourrait être décapitée. Une autre flèche. Une autre flèche, et également dans une forme de triple symbolique, Paris, la capitale de la France, qui pourrait être ciblée et visée à la destruction, et la tête de la France serait perdue. Donc on a là, à différentes échelles, une échelle comme une échelle dite fractale, où on zoome, on se rapproche ou on s'éloigne, et on voit une même et unique symbolique. Donc c'est assez effectivement, je ne vais pas dire effrayant, parce que nous ne sommes pas dans la peur, au contraire, nous devons faire face à une certaine réalité, donc celle qui nous est exposée, et il faut effectivement... Et sinon, Régis, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Alain Pascal sur un Macron programmé pour détruire la France ? Sa femme est née le 13 avril 1953, le jour de lancement du programme de contrôle mental MK Ultra. Ouais. Donc c'est une coïncidence sur les 365 jours de l'année. Coïncidence, encore une fois. On tombe sur la bonne pioche du 13 avril, et également l'année correspond. Alors c'est un programme effectivement de programmation mentale, c'est-à-dire on prend des individus américains, parce que ce programme est issu de la CIA, lancé donc le 13 avril 1953, avec des cobayes, des cobayes littéralement. On m'avait expliqué cela dans les années 90, un professeur de cinéma qui nous avait montré des images d'époque. Donc on voyait des gens torturés à coups de choc électrique, à coups de drogue, privation de sommeil, des tortures diverses,
Le but, donc c'était souvent sur des malades déficients mentaux, des sans-abri, des anonymes, des gueux, comme on peut dire. Et ces personnes-là donc avaient été carrément... elles mouraient même, selon les témoignages. Et donc ce professeur était très choqué. Et on ne peut que constater, donc ce programme a duré 20 ans, après des milliards de dépensés. Et Nixon l'a fermé en 1973, soi-disant parce que rien de probant n'en avait été issu. Or, si l'on regarde un peu l'industrie hollywoodienne et également l'industrie musicale, nous constatons des artistes par exemple comme Lady Gaga qui a officié pendant la cérémonie d'ouverture des JO, des artistes qui fonctionnent en code, qui ne se souviennent pas de plusieurs choses. On peut se poser la question également des personnes qui n'ont pas d'enfance. Donc là, pour parler d'Emmanuel Macron, il n'a pas d'enfance. On a une photo de lui environ vers 12 ans. Très peu de... Comme Brigitte, elle au moins, il y aurait une photo d'elle bébé, mais ensuite tout est occulté. Et la programmation mentale, effectivement, on parle donc d'emprise mentale, et il faut se rappeler l'origine du couple Macron, avec une emprise, peut-être, on va encore mettre le peut-être à ce stade, pour éviter que ça s'agite trop en haut lieu, mais une emprise mentale d'une personne de 39 ans qui a autorité sur un mineur, puisqu'elle est professeure, et elle jette son dévolu sur un mineur de 14 ans, qui est dans la même classe que sa fille. Et alors, c'est une emprise pour la destruction de la France ? Disons que le programme de contrôle mental, c'est la CIA qui est derrière. Donc de là à se poser la question d'un lien possible entre la CIA et le couple Macron, d'autres l'ont fait. Les brigitologues travaillent beaucoup ce sujet. Exactement. Avec peut-être un premier contact à Alger. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron travaille avant tout pour des intérêts américains. On voit Alstom, on voit tout ce qu'il a fait pour le peuple américain, également même par rapport au conflit à l'Ukraine. On voit très bien qu'il défend les intérêts de l'OTAN. On voit un homme qui est plus motivé. Oui, c'est Macron l'américain, comme il y a eu Sarkozy l'américain et la soumission de Hollande aux États-Unis. On a des présidents depuis maintenant 20 ans qui sont soumis aux Américains. Cet homme et à minima les deux précédents présidents, effectivement, ont une vue globaliste. À minima, vous avez une vue globaliste. Je pense que cette personne n'en a rien à faire de la France et qu'effectivement, il y a une intention de la détruire tout en présentant une image de défenseur des droits, des libertés et des discours qui sonnent faux de A à Z. On se souvient avec quelle générosité il s'est emparé du sujet de Notre-Dame. Il n'était jamais avare de discours, de beaux discours. Il s'est emparé pleinement de ce sujet, alors qu'on se souvient également du cynisme lors de son arrivée sur les lieux où il réprimait un sourire avec son Premier ministre. Édouard Philippe. Donc quand on regarde de plus près l'incendie de Notre-Dame et on ne peut que constater les éléments dont on a encore discuté récemment dans une récente émission que je peux citer sur Radio Courtoisie, on se dit si c'est criminel, on est face à un double jeu. Donc ce double jeu, ça veut dire qu'il faut tout reprendre à zéro et essayer de comprendre la finalité. Bien sûr. On prend Notre-Dame par exemple, il y a un lien avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron a clairement indiqué que Notre-Dame, la réouverture de Notre-Dame, elle se passait en décembre alors qu'elle était prévue normalement aux alentours d'avril 2024, afin qu'il puisse y avoir pleinement Notre-Dame de présenter, de glorifier, de magnifier pendant la cérémonie d'ouverture. Le calendrier s'est inversé. Finalement, Notre-Dame a été réouverte après, mais Emmanuel Macron a dit qu'il faut mettre en lien la réouverture de Notre-Dame avec les festivités olympiques, dont la cérémonie d'ouverture qui a vraiment enchanté l'ensemble de la planète sous nos applaudissements. Bien sûr, quelle joie. Et c'était l'année Macron, l'année 2024. Alain Pascal. Ça n'a pas réjoui tout le monde, la cérémonie. En France, malheureusement, abruti par les médias, oui, mais pas en Amérique du Sud, pas en Afrique. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont réagi, parce qu'il y a quand même une scène... Pas que des chrétiens. Non, mais il y a une scène blasphématoire, d'abord. Des musulmans, regardez, il paraît même que c'était Erdogan qui a alerté le pape qui ne réagissait pas. Oui, ça, c'est une autre question. C'est quand même fou. Bah oui, mais c'est vrai. Pas en tant que bon catholique. Ah, alors ça, c'est difficile, mais c'est un fait.
Mais ce qu'on a vu aussi dans cette cérémonie, vous avez évoqué le personnage de Dionysos, le Dionysiaque qui a été repris par Nietzsche. Qui a fait Saint-Denis, qui a fait Denis, hein. Enfin pas Saint-Denis, qui a fait Denis. Et si vous voulez, dans le Dionysiaque, on sacrifiait des infirmes, il y avait des orgies, il y avait déjà une sorte de révolution sexuelle. Ce sont déjà des mystères de l'Antiquité qui sont d'actualité. Il y a toute une symbolique. L'équinoxe de printemps, d'ailleurs, dans les mystères d'Éleusis. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la décapitation à laquelle on a assisté, c'est aussi une injure à Marie-Antoinette. Appelons les choses par leur nom. C'était dans les arrière-pensées. Et vous avez une lecture sacrificielle, parce que je vais revenir toujours au sacrifice, mais de Louis XVI. Bon, Louis XVI, la monarchie est terminée. Bon, d'accord. La République est votée. Alors, je ne vais pas raconter l'évolution. Elle est votée d'une façon très simple, d'ailleurs. C'est les députés sont là, et c'est où tu votes la République ou on te coupe la tête. Donc, évidemment, dans ce cas-là, on vote, d'une façon générale. Mais ils sont pas obligés de tuer le roi. Pourquoi ils tuent le roi? Parce qu'il faut un acte symbolique pour fonder la nouvelle ère. Donc, on va commencer l'ère moderne, l'ère révolutionnaire dans laquelle nous sommes toujours, par le sacrifice. Et c'est pareil, on oublie, donc on sacrifie. Et Louis XVI en a conscience. Alors Dieu sait qu'il a fait des erreurs, mais quand un de ses proches lui demande qu'est-ce qui va se passer, sire, il dit on va me sacrifier. Et lors de la cérémonie, on écarte la foule, on met des tambours. Comme souvent, par exemple, au bicentenaire de la Révolution française, vous avez des tambours. Le tambour, ça fait partie d'une symbolique aussi. Un tambour... C'est ce qui fait mettre en transe, entre autres, c'est la transe. Entre autres, avec la drogue. Voilà. Et je vais reparler de la drogue les après. Deux vont ensemble, bien sûr. Voilà. Et si vous voulez, on met ça en scène. Donc, le sang est aspergé sur la foule. Alors là, le peuple, il est loin, mais les initiés, ils sont prêts. Et on les asperge de sang, c'est un baptême de sang. Donc ça, on l'a dans la cérémonie d'ouverture. On voit ce flot de sang qui sort de la conciergerie. Ce sont des pratiques sacrificielles que les initiés connaissent. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très symbolique. Ça veut dire vraiment, le diable va souvent trop loin, il se dévoile très souvent, pour ceux qui savent voir. Il y a une symbolique aussi, je voudrais revenir, parce que c'est sur Mitterrand. Allez-y. Oui, parce qu'on vous parlait des présidents. Mitterrand, j'avais dit déjà une fois, quand il est élu, il porte une rose. Et il a un chapeau noir, il a une écharpe rouge, et il porte une rose au Panthéon. C'est pas rien. C'est la rose des Rose-Croix. Donc, si vous voulez, il y a toute une symbolique. Et il y a une deuxième symbolique qui est très intéressante. Derrière la rose socialiste, vous voyez la rose des Rose-Croix. Et les gens ne comprennent pas ça, mais c'est la réalité. Et il y a autre chose extraordinaire, c'est que tous les ans, il va monter la roche de Solutré. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il gravit la montagne magique. Thomas Mann savait ce qu'il écrivait, c'est pas n'importe qui, comme l'ordre d'être un bon romancier. Autant Da Vinci Code, ça vaut la poubelle, autant des millions d'exemplaires. Vendu. Pour un certain nombre de raisons. Là, c'est un réseau maçonnique, faut appeler les choses par leur nom. Mais il gravit la montagne, c'est-à-dire il monte au sommet de la montagne. Pourquoi? Parce qu'il est le vieux de la montagne. Dans les sectes musulmanes, vous avez des sectes des chiites, vous avez les hachachines. C'est le vieux de la montagne. C'est d'actualité, parce que qu'est-ce qui se passe en Iran? Qui est au pouvoir en Iran? C'est un vieux de la montagne. C'est l'ayatollah est le chef, comme était le chef de la secte des hachachines. Et comme a été, par exemple, la montagne révolutionnaire, Robespierre est un vieux, le vieux de la montagne, on le trouve dans Rousseau, le vicaire savoyard, ça représente, j'ai fait une lecture ésotérique de Rousseau, oui. Ça les étudiants ne savent pas, mais pour Rousseau, c'est le vieux de la montagne, le vicaire savoyard. Robespierre se considère comme un vieux de la montagne, et Mitterrand se considère comme un vieux de la montagne, c'est pourquoi il gravit la roche de Solutré. Il y a des signaux. Et puis la roche, une roche de Solutré, il y a l'aspect sacrificiel. Alors là, pour le coup... Et le dernier mot là-dessus, c'est que d'où vient le mot hachachine, le mot assassin? Oui, c'est le assassin, mot assassin. Oui. C'est la secte des assassins. Oui, ça vient de hachiche. C'est parce que pour assassiner, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de millions de personnes, pas des centaines, il y a 200 millions à peu près de victimes dans l'Orient chrétien, puisqu'avant l'Orient était chrétien, donc après la chute. Alors l'histoire que je révise, c'est que par exemple vous lisez un livre d'histoire, on vous parle de la prise de Constantinople. Non, pour nous c'est une chute. On a perdu Constantinople.
Donc ça prouve bien que les livres d'histoire sont orientés. Mais la secte des assassins, les assassins avaient des couteaux sacrificateurs, ce qu'on appelle des couteaux sacrificateurs, et dans le rituel maçonnique, ça s'appelle des kadosh. Donc vous avez des symboles que l'on retrouve et qui sont pas du tout des hasards. Voilà. Les gens ne savent pas qu'il y a un langage codé. Moi, je connais le langage codé depuis très longtemps, donc évidemment, à chaque fois quand je vois des publicités ou des films, je sais ce qu'ils veulent dire. Et ils imprègnent les mentalités. Donc, les gens ne savent pas qu'ils sont manipulés. Très intéressant ce que vous dites. Voilà. Ils ne savent pas. Et donc vous avez sur le donc il y a toujours un double. Psychique, De toute façon, il y a un double discours. Bien sûr, et des procédés de lavage de cerveau. C'est typique des ésotérismes. Voilà, on n'en est pas encore plusieurs niveaux de lecture. Aux images subliminales. Et les JO de 2024, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on donne pour le tout venant, pour le populo, par exemple, la cérémonie de fermeture. Vous avez celui dont on dit c'est le Golden Voyageur. On sait très bien qu'en fait, c'est l'esprit de la liberté de la place de la Bastille qui n'est autre que Lucifer. C'est Lucifer qui descend la tête en bas. C'est-à-dire, quand les anges sont chassés après le non serviam de Lucifer, on rentre dans la théologie, il descend sur terre. Et il descend avec la lumière. C'est le porteur de lumière. Et là, vous avez la cérémonie de fermeture des JO. Absolument. C'est énorme, c'est flagrant. C'est flagrant. Et les gens ne voient pas ça. Non. Alors, ils ne voient pas qu'ils sont placés au service de Lucifer sans le savoir. C'est ça. Mais c'est contre leur intérêt. C'est-à-dire là où le Christ apporte énormément, on va quand même dire du bien aussi. Moi, je suis redevenu catholique par le raisonnement et par la critique de la philosophie moderne, mais aussi justement sur le plan sacrificiel. Le Christ met fin au sacrifice humain. Le Fils de Dieu vient se sacrifier pour mettre fin au sacrifice humain, qui était la pratique courante de toute l'Antiquité et qui est revenu avec les temps modernes. D'où l'œuvre de Girard. D'où l'œuvre de Girard, avec ce parcours exceptionnel de Girard. Bon, on va en parler plus ou moins après, mais quand même. C'est que il était baptisé au départ, mais ça l'intéresse pas. Ensuite, il écrit un certain nombre de livres et il reconnaît ça. Moi, j'ai fait une lecture de Girard en faisant parfois des critiques, parce que, par exemple, sur la lecture non sacrificielle de la Passion. Et puis, quand il est beaucoup plus âgé, il revient sur ce qu'il a écrit. Et ça, c'est formidable aussi. C'est un auteur. Alors, vous savez qu'en France, on l'a mis à l'Académie française, mais il était traduit dans 20 langues avant qu'on s'en occupe. Personne n'en parlait dans les médias. Le centenaire en 24, sa naissance, on en a à peine parlé. C'était les Jeux, il y avait autre chose. Mais et en fait, quand avant la fin, il redevient catholique. Et il écrit ce texte aussi extraordinaire qui est « Je vois Satan tomber comme l'éclair », c'est encore une parole du Christ. Et à ce moment-là, il redevient complètement catholique. Et il revient sur sa lecture non sacrificielle. Et ça, c'est admirable. Quelqu'un qui revient sur une erreur qu'il a pu commettre dans un de ses livres. Ça, c'est grandiose. C'est un grand. Tout à fait, absolument. Et il n'est pas connu en France. C'est le plus grand. Il est peut-être plus connu aux États-Unis, dont il était à l'université d'ailleurs aux États-Unis, plus qu'en France. Il a, paraît-il, je n'ai pas la confirmation, mais une influence sur la conversion de Vance. Vous savez que Vance s'est converti. Surtout avant Vance, Peter Thiel. Voilà. C'est surtout Peter Thiel de Palantir qui a en effet dont le poulain est J.D. Vance. Voilà. Et en effet, il y a la pensée de René Girard. Mais on se demande ce qu'il en fait, Peter Thiel, de cette. Mais vous voyez, quand le diable, vous parlez des États-Unis, je ne suis pas aussi peut-être anti-américain que vous, sans illusion. Mais il y a quand même un retournement. Holly Walk a quand même été contredit par Trump. C'est-à-dire quand Trump arrive au pouvoir, il bloque les crédits. Il coupe l'US. Non, mais c'est vrai. Alors après, il se lance dans une guerre. Je ne vais pas dire du bien parce qu'il se lance dans une guerre. On est bien d'accord. Ça, c'est la face impérialisme. Mais il n'est pas président des États-Unis pour rien. Qui gouverne l'Amérique, c'est un vieux texte qui avait été écrit il y a 40 ans. Je ne sais plus qui, mais c'est ou Coston ou Concardassac, c'est les vieilles générations. Mais les livres sont valables. Voilà. Merci Alain Pascal. On va donner un peu la parole à Régis Emmanuel Suire. La secte des assassins, dont nous parle Alain Pascal, qui est Assassin's Creed, qui est un des thèmes. Si on veut voir le premier niveau, quand on dit il faut décrypter, il y a plusieurs niveaux de lecture, vous avez ça avec les JO aussi. Vous êtes d'accord avec ce que dit Alain Pascal, vous pouvez réagir par rapport à tout ce qu'il vient de dire aussi d'ailleurs. Tout à fait, du début à la fin, effectivement, nous avons les personnages
qui rythme toute la cérémonie d'ouverture. Ils sont encapuchonnés, ils embarquent 3 enfants dès le début de la cérémonie. Ces enfants sortent des catacombes. Ils sont embarqués par un personnage qui pourrait représenter Charon, le passeur des âmes, sur le Styx, fleuve des enfers. On est dans une représentation, une imagerie grecque qui est tout à fait appropriée dans le cadre olympique, puisque Zeus, Jupiter, qui a un lien et fait en plus avec Emmanuel Macron, l'année jupitérienne par excellence, pour un homme qu'on nous a présenté comme étant le dieu Jupiter dès le début de sa médiatisation. Et donc Assassin's Creed alors. Donc nous avons donc ces assassins qui parcourent les toits de la ville de Paris. Il y en a un qui s'arrête devant Notre-Dame avec son flambeau olympique. Serait-ce un retour sur les lieux du crime? On ne sait pas. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, on constate toujours comme cette double symbolique. J'entendais tout à l'heure parler de Marie-Antoinette et Louis XVI. Oui. Était-il besoin de tuer le roi? Et cette double articulation, chez les satanistes, on a toujours la naissance qui doit aller de pair avec la mort. C'est-à-dire que si on doit ouvrir un nouveau monde, aller vers un nouveau monde, il faut aller tuer quelque chose en retour. C'est pour cela que donc ça, dans tous les rites initiatiques, la mort du vieil homme... Pour cela que le livre Apocalypse 2026 expose ce qui laisse penser à l'ouverture vers un nouveau monde, pourquoi pas une ère messianique, mais qui ne serait pas le Messie venu il y a 2000 ans, mais un nouveau Messie attendu actuellement. Et dont on peut se demander si Trump... Ils sont nombreux à attendre un Messie actuellement, les sionistes, les évangélistes américains. Et on se pose la question de savoir, comme tout est inversé, on nous présente quelque chose comme étant beau, alors qu'il s'agit de la laideur et ensuite. Donc le Messie attendu pourrait-il être comme une forme d'antéchrist? On ne sait pas. On parle de Lucifer, une représentation luciférienne a été exposée dans la cérémonie des Jeux Olympiques. On a clairement Netanyahou qui annonce la prophétie d'Isaïe avec la venue du Messie, du Mashiach. Donc on a toutes ces significations et ce qui est vraiment pertinent, c'est de constater, quand on voit ces articulations entre la naissance et la mort, cela fonctionne également quand on pense à la loi, qui était suivi et qui, par l'arrivée de Jésus-Christ, est devenu la foi. C'est-à-dire que par la venue du Messie, il y a 2000 ans, Jésus-Christ, il nous disait, vous n'avez plus besoin de suivre la loi, désormais le sacrifice, comme est déjà évoqué, n'est plus nécessaire, vous n'avez plus qu'à vous en remettre à la foi en moi. Et c'est là où ça doit interpeller. Oui, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vérité. Oui. C'est-à-dire qui accepte ce discours, qui ne l'accepte pas. Et dans les faits, nous avons le temple de la loi, donc celui qui a été en fait, par exemple, au deuxième tour des législatives du 18 juin 2017, qui donne lieu à la destruction du temple de la foi 666 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 avril 2019 avec l'incendie de Notre-Dame. Donc là, on a encore une articulation entre naissance et mort, une naissance républicaine avec les pleins pouvoirs, c'est-à-dire la majorité absolue pour le président jupitérien, le Zeus en puissance, Emmanuel Macron, et la destruction de ce qui peut représenter dans ce contexte l'ennemi de la loi, c'est-à-dire la foi, avec cette tête décapitée, la mort symbolique de la chrétienté, c'est comme ça qu'a été perçu l'incendie de Notre-Dame. Et dans tout ce jeu de miroirs, on voit que la cérémonie des Jeux Olympiques est également impliquée très lourdement et on constate une intention meurtrière. Assassin's Creed, le credo des meurtriers, le dit clairement dans la cérémonie, mais il n'y a pas que ça. Pour une finalité peut-être luciférienne, c'est-à-dire une explosion de lumière, mais dans un but détaché du divin.